Bonjour, je vais vous lire le chapitre 94, intitulé La milice des cocus. Ma nouvelle Ève, peux-tu imaginer mon émotion lorsqu'au fond d'un fjord immense et désolé, froid et obscur, loin de toute nourriture morale, un homme brisé m'a supplié de lui dire la messe, celle des origines. Selon la promesse éternelle, je me suis révélé prêtre, prophète et roi. J'ai compris, pour la première fois je crois, la vérité spirituelle de cette Sainte Vierge, de cette nouvelle Ève, dont le culte est tant décrié ici, celle de la reconquête. Très douce Anna, ma nouvelle Anna, comme Alexandre, que notre chère Christina aime tant, je pars pour une campagne longue, mais pleine d'espoir et ton. Nulle joie, des émotions en berne. Isco n'avait pas imaginé que son retour à Amsterdam le laisserait aussi froid. Ces rues, longeant les canaux, auraient dû résonner des cris et des rires de Nicolaes et Ineke. Leurs âmes se coulaient-elles sous les canaux comme celles des lapons sous les montagnes? La tristesse est parfois un agréable compagnon, tempéra Marcus. Elle réclame une attention que le vide de la pensée n'offre pas. Isco avait retrouvé son ami dès son arrivée, soulagé. Marcus avait vieilli, la maladie avait creusé son visage et décharné son corps. Vivant, en tout cas. Il venait de revenir à Amsterdam après s'être arrêté longuement à Göteborg. La barque pénétrait dans le cœur de la cité marchande par le canal Cloveniersburgwal. « Je ne trouve pas, répliqua Isco, les yeux fixés sur la grande bâtisse de la compagnie hollandaise des Indes orientales, plus loin sur sa gauche. La barque s'arrêta au niveau de l'embranchement avec le canal Ramracht. Isco prit son compagnon par le cou. « Tu sais bien, toi, que mes pensées sautent de l'un à l'autre. Nicolaes et Ineke me sautent dessus. Et Anna, et Aslak. Et pas Ayla? Cela va te surprendre, mais j'ai le sentiment qu'Ayla possède une telle force qu'elle peut vaincre tous les défis. Je ne m'inquiète pas pour elle. Elle me rappelle Sakar. Pas Aslak? Je ne sais pas. Aslak me paraît fragile, tellement sensible. Si j'en crois ce que tu m'as dit et ce que j'ai entendu, cette sensibilité fera de lui un grand Noaidi. C'est bien ce qui m'inquiète. Il sera plus en danger encore. En embarquant sur une intuition à bord de ce galion hollandais, la capitale du monde ne devait être qu'une étape avant de remonter sur Stockholm. Isco avait confié une lettre à Eret afin qu'il la remette au commissaire Michel Plantin. Celui-ci la ferait suivre à Pontanus. Il y prévenait l'évêque. Isco lui remettrait ses cartes complètes de Laponie sous peu, dès son retour à Stockholm. D'ici là, qu'il ne touche pas à un cheveu d'Anna. Isco avait hésité avant d'écrire ces lignes. Pontanus pourrait s'en servir contre lui, ou contre elle. Isco avait complété. Si quelque chose arrivait à Anna, le roi serait prévenu du rôle trouble et néfaste joué par Pontanus et ses sbires. Ce qui sous-entendait qu'Isco avait des éléments compromettants. Isco espérait que cette menace suffirait. Dans le fjord, seule l'insistance du capitaine l'avait arraché à ses amis, à sa fille. Aslak avait paru le plus touché par cette séparation. « J'ai tant de questions à te poser », avait-il dit avec un air de timidité. « Pourquoi avoir choisi Sakar ?» Isco respectait le jeune homme, sa lignée. Il ne voulait pas précipiter sa réponse. Au large, des nuages sombres s'accumulaient. Les rayons du soleil couchant accentuaient le contraste de la noirceur de cette partie du ciel. Pourquoi ? Aslak connaissait l'histoire de la naissance de Sakar, comment Isco l'avait sauvé de la noyade, comment leurs routes s'étaient croisées jusqu'au dernier souffle. Ce qu'Isco n'avait jamais abordé avec Sakar, avec Darja ou quiconque, c'était Pasquale. Cette cicatrice intime et inattendue. Seul Alaya savait. Pasquale, fier et respecté, tout fier et respecté qu'il fut, avait subi la loi de Pierre de l'Ancre, puis de Jacques de Mons, choisissant de la faire subir à son fils. Pourquoi Sakar ? Parce qu'il ne baissait pas les yeux. Les deux hommes remontèrent l'enchevêtrement des canaux jusqu'à la maison d'Isco qu'Isco avait occupée durant son séjour prolongé à Amsterdam. La porte était fermée.
Isco resta un long moment en silence. Marcus mit la main sur son épaule et la laissa pour le réconforter. Par les fenêtres, côté canal, à gauche de la porte principale, les lourds rideaux de velours marron étaient tirés. Ils n'avaient pas été changés. Un léger vent les faisait bouger. Il ne manquait que le rire de Nicolaes. Isco frappa. Une femme, en fichu et tablier, vint ouvrir. Ses seins laiteux débordaient du tissu. Elle avait l'air peu commode. « Je m'appelle Isco d'Etcheverry. Cette maison m'appartient. » »« Elle vous appartient? Tiens donc la belle histoire. Elle appartient à mon maître, cette maison. » Quelques minutes plus tard, un petit homme, habillé en noir, à la barbe grise pointue et aux yeux écartés, se planta devant eux. « Vous vous prétendez le propriétaire de ma maison? Quelle drôle d'idée! Je suis le veuf de Maeschken Colvert. »« Colvert? Ça, je connais, oui. Eh bien, vous voyez? Eh bien, je vois surtout que le vieux Colvert est mort, que sa fille est morte, que ses petits-enfants sont morts. Paix à leur âme. Et je ne connais pas de mari qui puisse prétendre à jouir de ce bien, tandis que moi, j'étais l'associé de mon pieux et cher ami Colvert, et je cultive sa pieuse mémoire. Il ne m'a jamais parlé de vous. » L'homme balaya l'argument de la main. La belle affaire. Isco fit un pas pour entrer. L'homme étendit son bras en travers, tandis que sa main se posait sur le manche de sa dague. Marcus fit de même. L'homme le regarda de haut en bas. « Votre accent? Je suis français, et mon associé Marcus Sand est suédois. » L'homme les regarda avec un air intéressé. « Mes papiers sont en règle. Si vous voulez contester, je vous suggère de porter plainte auprès de la chambre de justice. »« J'aimerais voir ces papiers. »« Pourquoi pas ?» dit l'homme avec ce même air. « Où puis-je vous les porter ?»« Je vous attendrai à l'atelier Colvert dans 1 heure. »« Mon atelier, précisa Isco, à moins que vous n'en soyez aussi propriétaire. » L'homme se courba de façon exagérée avant de claquer la porte, sans un mot de plus. « Quel toupet !» s'exclama Marcus. « Voilà un voleur de grande envergure. »« Je me fiche de cette maison. Je n'y ai jamais été attaché. Mais l'idée que ce profiteur souille le lieu où mes enfants ont vu le jour et poussé leur dernier soupir, cette idée... » La colère les fit arriver en un rien de temps à l'atelier Colvert sur le canal Kaiserkracht. Andries fut le premier à reconnaître Isco. Il était devenu un homme fatigué, alors qu'il était plus jeune qu'Isco. Mais il lui tomba dans les bras comme s'il avait revu son propre fils. Il riait en pleurant, ne pouvant retenir de chaudes larmes. Andries, devenu maître d'atelier, raconta comment la peste avait tué 1/3 des employés de l'atelier et comment M. Ambrosius Burman avait maintenu à flot l'atelier par ses commandes régulières. « Si j'avais pensé vous revoir en ces temps de malheur, la peste est passée, et à voir l'activité et l'empressement dans les rues et sur les canaux d'Amsterdam, ces malheurs paraissent bien loin. » Le visage d'Andries passa soudain de la gaieté à l'inquiétude. « Quand repartez-vous ? » ?»« Je viens d'arriver. »« Vous ne pouvez pas rester ici. » Au même moment, la porte de l'atelier s'ouvrit avec fracas. Isco reconnut aussitôt Wilhelm Henriks, le bourgeois, chef de milice et membre du conseil des 17 de la Compagnie des Indes orientales, le mari de Manuela, la femme aimée en secret par Andries. Il venait de faire son entrée au milieu d'une douzaine d'hommes en armes. « Lui et lui, arrêtez-les !» Les soldats maîtrisèrent Isco et Marcus. Wilhelm Henriks retira ses gants, l'air satisfait de celui qui a rempli son devoir. « Vous vous rappelez de moi, monsieur d'Etcheverry ?» Isco jeta un coup d'œil à Andries. Le maître d'atelier avait l'air sincèrement désolé. Isco et Marcus étaient piégés. La milice avait été prévenue par l'occupant de la maison. Même dans la très calviniste Amsterdam, on devait pouvoir acheter de solides amitiés. « Et de moi, vous vous en souvenez » cria un des soldats en armes, un vieux, qui se frayait un passage jusqu'à Marcus et appliquait sa lance contre sa gorge. Sous la couche de graisse et la barbe grise, Isco reconnut Cornelis Venhuis, le marchand épris de peinture, à sa propre gloire, qui avait laissé sa jeune femme se jeter entre les pinceaux de Marcus. « La milice des cocus » murmura Marcus en suédois. « Nous sommes cuits. »« Silence !» cria Cornelis Venhuis en piquant Marcus de la pointe de sa lance. « Je ne sais pas ce que vous a raconté cet imposteur qui occupe la maison Colvert, qui est mon bien, mais j'en appelle à votre sens de la justice, monsieur le conseiller. »
Isco savait les Hollandais épris de morale. Vous êtes donc dans l'ignorance, monsieur le cartographe. Willem Henriks déambulait entre les tables couvertes de cartes et de feuillets épars, de plumes et de couleurs. Les employés s'écartaient sur son passage. Andries adoptait des mines bizarres à l'attention d'Isco, qui ne comprenait pas ce qu'il voulait lui signifier. Willem Henriks prit une des cartes et la brandit à bout de bras pour capter la lumière. Magnifique carte de nos côtes hollandaises, avec ses forteresses, du très bel ouvrage. Et celle-ci, avec ses canaux, et là, les profondeurs, décidément, du bel ouvrage. Nous travaillons avec les meilleurs, et nos commanditaires hollandais n'ont jamais eu à se plaindre. La qualité de votre travail n'est pas en cause, monsieur d'Etcheverry. Bien au contraire. C'est d'une qualité telle que c'en est embarrassant. Je veux dire, si cela venait à tomber entre de mauvaises mains. Or, figurez-vous que nous sommes en guerre. Andries fit une mine désolée. Il avait essayé de prévenir Isco, mais trop tard. Et oui, monsieur le cartographe français, la France contre la Hollande, et quelques autres, bien sûr, comme toujours. Votre roi exige de rétablir ici la liberté de culte catholique. Rien que ça. Il prend surtout ombrage de nos succès commerciaux aux Indes, qui lui causent quelques désagréments, alors qu'il rêve de nous y remplacer. Autant vous dire que c'est voué à l'échec. J'arrive de Laponie et je repars en Suède. J'ignorais tout de cette guerre. Quel dommage, d'autant que la Suède est alliée de la France dans cette affaire. Et que feraient deux cartographes, l'un français, l'autre suédois, de passage à Amsterdam en pleine guerre? S'occuper d'une histoire de spoliation de maisons, avant de repartir en Suède, les bras chargés de cartes des côtes hollandaises? Je vous pensais mieux inspiré, monsieur d'Etcheverry. L'air faussement déçu, le chef de la milice secoua la tête, continuant à observer les cartes. Moi, j'y vois deux espions en mission. Et vous savez le sort réservé aux espions en temps de guerre? Il reprit un air dur en s'adressant aux miliciens. Emmenez-les. Il salua Isco à son passage en enlevant son chapeau à plumes. Ce fut un plaisir de vous connaître, cher monsieur. Adieu.